Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau numéro de Face à Face. Je rappelle que cette émission est destinée à vous, membres du AT, pour venir discuter. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui fait sa première vidéo. C'est un membre du AT que vous connaissez bien, c'est monsieur Chris Esson. Chris qui nous a régalé déjà de nombreuses vidéos sur UAT. Bonjour Chris. Bonjour Sylvano, bonjour à tous. Voilà. Alors Chris, vous ne le voyez pas à l'image, puisqu'il veut garder son anonymat. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous ici, membre du AT, vous voulez passer et sans montrer votre visage, ça fait 1 an et demi que je reçois des centaines de témoignages assez spectaculaires pour certains d'entre eux de membres du AT. Vous n'êtes pas obligé, en faisant une émission avec moi, de montrer votre visage. Chris, je le connais bien, c'est l'ami de Christophe. C'est un ingénieur avec 30 ans d'expérience, responsable d'un service de plus de 60 ingénieurs spécialisés en acquisition, traitement d'images et d'intelligence artificielle. Et Chris, depuis quelque temps, s'est intéressé à l'ufologie. Peux-tu nous dire pourquoi, Chris? Alors, attends, j'ai mal entendu ta question, s'il te plaît, tu peux répéter. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à l'ufologie? Oui, donc j'ai commencé, en fait, c'est un collègue de travail en 2010, par là, au cours d'une discussion, on s'est mis à parler de ça. J'avais toujours été intéressé de loin, ou quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais lu un livre de Jean-Claude Bourret dans les fins des années 70. Et donc quand j'étais adolescent, bon, ça m'avait alerté quand même sur le sujet. Mais bon, j'avais jamais creusé vraiment la question. La vie fait que je suis pas vraiment intéressé à ça jusqu'à début 2010. Où là, donc ce collègue m'a passé la bande dessinée de Jean-Pierre Petit, Le Mur du Silence. Et cette bande dessinée, est très technique et parle donc de magnéto-hydrodynamique. Ça explique comment contrôler le flux d'eau ou d'air autour d'un véhicule en mouvement, autour d'un bateau, autour d'un avion, d'un objet volant. Et à la fin, donc Jean-Pierre Petit finit par faire voler une soucoupe volante grâce à la MHD. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, je vais creuser le sujet, parce que bon, c'était très technique. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, en cherchant sur YouTube plus d'informations. Bon, au début, donc mon esprit scientifique faisait que forcément j'étais dubitatif, ou ça me posait pas mal de problèmes, parce que on imagine, on se dit les lois sont connues, etc. Donc, il y a quand même un méchant problème donc pour des scientifiques. Et je me suis dit il doit quand même y avoir une explication. Et donc j'ai cherché finalement quels sont les autres témoignages, ou y a-t-il des témoignages crédibles? Alors c'est pas évident quand j'ai commencé à chercher, franchement c'était assez décevant en 2010, parce que pour trouver des bonnes infos sur le net, je cherchais sur YouTube, pour trouver des bonnes infos sur le net, il faut regarder 100 vidéos pour en trouver une d'intéressante. Ça c'est c'est le côté un peu difficile de la chose, mais il faut pas se décourager. Donc je faisais ces recherches comme ça un peu en dilettante, mais jusqu'à trouver finalement des cas quand même qui sont quand même qui étaient perturbants, ou qui étaient quand même significatifs, dont la vidéo du Disclosure Project, celle-là de 2001, qui est quand même pour moi la vidéo qui était le démarrage pour moi d'éléments vraiment fiables, avec des témoignages de militaires, de gens quand même
de bonne foi. Là, on peut difficilement mettre en doute. Donc ça a quand même été le point de départ vraiment de ma croyance, je dirais, ou de mon acceptation du phénomène. C'est clair. Je rappelle pour les auditeurs que Disclosure Project, c'est quelque chose qui s'est tenu plusieurs fois aux États-Unis, où effectivement militaires, journalistes, ufologues, scientifiques de haut niveau ont accepté de témoigner, ont vu de demander une divulgation au gouvernement américain. Il y avait même des parlementaires, des politiciens qui faisaient partie de ce Disclosure Project. De toute façon, il y a rien qui a marqué Disclosure Project dans un moteur de recherche. Vous allez trouver la traduction également en français de cet événement. Sinon, vous pouvez aller sur les vidéos de Chris Sesson sur sa chaîne YouTube où il résume bien les moments forts de ce Disclosure Project. Alors, tout à fait. Et donc, je vais continuer à chercher d'autres cas intéressants. Alors, c'est sûr que je suis tombé sur des cas quand même où là, j'avais vraiment du mal à accepter. Je pense, par exemple, au témoignage de Ben Rich de Lockheed Martin, qui était donc responsable des projets secrets chez Lockheed Martin et le Lockheed Works. Et là, où il déclare que ils ont des engins, ils savent comment ramener E.T. à la maison. Là, tu te dis, là, t'as du mal à accepter au début, quoi. Et pareil, une autre vidéo, là, j'en ai celle-là, un autre témoignage de David Adair, où, pareil, il prétend avoir fait des fusées quand il était jeune et est emmené dans la base 51. Cette vidéo-là, je l'ai jamais évoquée parce qu'elle elle est vraiment encore difficile à accepter. Ce témoignage. Il faut toujours comprendre que l'on met toujours de la désinformation là où il y a de la vérité. Je rappelle toujours que pour contrer de l'information vraie, souvent on fabrique des témoignages encore plus fous, encore plus extrêmes pour ensuite les discréditer et donc discréditer le tout. Tout à fait, ouais. Et donc le Disclosure Project, donc je suivais un peu leurs activités. Ils ont refait une vidéo ou une conférence en 2007, une autre en 2010, et ils ont refait donc une conférence très importante en 2013 qui a duré une semaine, qui était le Congressional Hearing Initiative. C'était autour de la semaine du 1er mai 2013. Et là, donc, je me suis inscrit. Il y avait possibilité de s'inscrire pour quelques dollars, donc à distance, pour suivre les conférences. Et là, pareil, c'est tous les gens du Disclosure Project qui sont venus témoigner pendant une semaine. Je sais pas combien d'intervenants sur toute la semaine. Et ils racontent de toute façon, en gros, tout ce qu'on connaît, tout ce que le Disclosure Project avait déjà raconté, mais c'était là devant des anciens du Congrès américain. C'est un événement quand même majeur dans l'histoire de l'ufologie. Et donc, suite à cette inscription, en fait, je recevais après, les notifications du Disclosure Project, de l'équipe. En fait, c'était Stephen Bassett, l'organisateur du Congressional Hearing Initiative. Et donc, depuis, je reçois ces notifications. Et donc, Stephen Bassett est venu en 2014, donc par ses notifications, j'ai vu qu'il venait faire un tour en Europe. En 2014, en septembre-octobre 2014, il est passé dans différents pays, dont la France. Et forcément, je suis allé le voir. C'était à la Défense, avec un groupe qui s'appelle OVNI Paris, qui intervient aussi sur Facebook. Et donc, je suis allé à la conférence de Stephen Bassett. Et à la fin, j'ai pu discuter avec lui. Et là, un coup de chance incroyable, on s'est retrouvés dans le métro ensemble. Ah. Et donc, il était aussi donc avec un autre gars de Paris, et on s'est retrouvés finalement à aller sur les Champs-Élysées à prendre un verre ensemble. Génial. Du coup, c'est un coup de bol incroyable. Et quand tu débutes dans l'ufologie et tu te retrouves avec Stephen Bassett sur les Champs-Élysées à discuter, c'est quelque chose, quoi. Je comprends. Bon. Et donc, la soirée se passe, et puis, alors entre-temps, j'avais quand même effectivement, avec toutes mes recherches, j'avais déjà collecté tous les cas qui m'intéressaient. Et mon souhait était essayer de convaincre, comme je suis pas mal en contact avec les milieux étudiants, avec mon ancienne école par exemple, convaincre les jeunes ingénieurs
de la réalité du phénomène et les éveiller à ce phénomène, sachant que il y avait pendant longtemps aussi, je m'étais posé la question de comment est-ce possible. C'était pour moi un réel blocage entre d'un côté ce que racontent les témoins et puis les connaissances physiques, les connaissances scientifiques et physiques et la relativité, la théorie d'Einstein et la limitation de la vitesse de la lumière. Donc là, ça faisait un peu, pour moi, un peu court-circuit entre ce qu'on voit d'un côté, ou les témoignages d'un côté, les connaissances scientifiques de l'autre. Pour quelqu'un de scientifique comme moi, il y avait quand même ça créait comme un profond malaise. Je comprends. Et alors le malaise. Avec Steven Bassett, ta soirée avec Steven Bassett, t'as rien appris, il t'a rien appris en off, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fantastique? Lui, c'était alors sa présentation était orientée autour donc du disclosure, de la divulgation, et donc son objectif était de faire pression sur les politiques. Pour lui, la divulgation doit venir des politiques, c'est ça son credo. Et c'est pour ça qu'il avait fait aussi donc c'est juste après début 2014, donc en fait ces conférences étaient pour dire qu'il allait inonder les membres du Congrès de DVD du Disclosure Project et faire une pétition début 2014 à la Maison Blanche il espérait atteindre les 100 000 signatures pour obliger la Maison Blanche et Obama à réagir. C'était ça son objectif. Bon, cette pétition a dû faire à peu près 20 000, elle n'a pas dépassé les 20 000 signatures, quelque chose comme ça. Et donc la Maison Blanche n'a rien fait. Mais son lien a été régulièrement coupé ou désactivé. Tout a été fait pour empêcher finalement l'accès à cette pétition. Parce que moi, quand je cherchais à forwarder ce mail ou le lien dans les mails, selon le provider du mail, le lien ne partait pas. Oui, parce que j'allais dire 100 000 signatures aux États-Unis, c'est rien, quoi. Ouais. Bon, mais donc voilà, sa pétition n'a pas eu le succès qu'il espérait. Bon, et donc lui, son objectif était d'atteindre la divulgation via les politiques. Moi, mon souhait était plutôt d'éveiller les étudiants au phénomène. Mais pour ça, il fallait donc des arguments béton. Et donc déjà trouver une explication à comment c'est possible, comment ils peuvent venir jusqu'ici, ces visiteurs extraterrestres, en s'affranchissant des limitations de la relativité d'Einstein. Donc ça, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup jusqu'à début 2014 où j'ai enfin trouvé une conférence, une explication, une possibilité, disons, à cette limitation, donc pour contourner la limitation de la vitesse de la lumière. Et ça, c'est une conférence à la NASA très importante, c'est la Space Vision Conference 2013, où là, un responsable de la recherche à la NASA, qui s'appelle Harold White, publie ses travaux basés sur les travaux d'un physicien qui s'appelle Miguel Alcubierre, qui avait été publié en 1995. Et Harold White a repris ses travaux dans les années 2011-2012, a optimisé les calculs et montre que il y a des possibilités de contourner la limitation de la vitesse de la lumière tout en respectant les lois de la relativité générale en se déplaçant dans une bulle d'espace-temps. Et donc c'est ça qui est important pour moi face à des étudiants, de montrer que on a un début d'explication ou au moins une possibilité, c'est peut-être pas la seule, mais on entrevoit que c'est pas impossible. Et donc voilà, c'est ça. Mon souhait était de réussir à expliquer ça à des étudiants.
chose que j'ai pas encore réussi à faire, mais bon, ça viendra peut-être. Mais par exemple, donc, moi qui suis un curieux, ces étudiants qui sont, bon, comme je vois, des purs scientifiques, là, on raisonne là, à vitesse de la lumière, dépassement de la vitesse de la lumière, on reste quelque part dans notre dimension connue. Mais quand tu entends toutes ces théories de physique quantique qui parlent de univers, de multivers, donc d'autres dimensions, et que donc on est loin d'être dans notre 3D, je sais que c'est difficile à imaginer un univers à 12 ou 16 dimensions. Comment ils réagissent à ces nouvelles théories de physique quantique? ben, c'est assez difficile déjà de réussir à aborder la discussion, quoi, avec ou même avec les jeunes dans mon équipe. Ils me prennent un peu pour un illuminé. Ou, bon, c'est pas dans leurs préoccupations de tous les jours. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui est ouvert à la discussion là-dessus. Donc, j'ai du mal à répondre à ta question. D'accord. Bon, et donc pour continuer, donc suite à la rencontre avec Stephen Bassett, quelques jours après, je devais partir en déplacement un matin à l'étranger, et puis dans la nuit, bon, là il m'arrive un truc un peu surprenant. Je suis malade comme un chien, grosse fièvre et tout. Je comprends pas ce qui m'arrive. Bon, donc du coup, bon, je suis obligé annuler le déplacement, et je préviens que je peux pas venir, je suis trop malade et tout. Et je sais pas, le matin, au bout d'une heure ou deux, tout a disparu, tous les symptômes ont disparu. Ça, alors, c'est quand même bizarre aussi, ça a disparu comme c'est venu. Je dis, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma journée bon, tiens, si je faisais une vidéo. C'est là que, donc, comme j'arrivais pas à trouver l'opportunité de divulguer ou de présenter moi, mes recherches, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire une vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Bon, alors comment on fait une vidéo? Bon, je cherche vite fait un outil pour faire une vidéo. Je trouve un outil Windows, un Movie Maker, quelque chose comme ça. J'ai déjà installé sur mon PC. Je regarde comment on se forme, un tutoriel sur YouTube et hop, 10 minutes après, ça y est, je suis en train de monter ma vidéo. J'ai déjà tous les éléments, comme j'avais des présentations et tout. Bon, j'ai tout le scénario, tout le script. J'ai plus qu'à assembler tout ça et en gros quelques jours après sort cette vidéo que j'ai intitulée Interstellar. Ouais. Alors ça c'est un peu en hommage à Stephen Bassett, parce que donc Stephen Bassett à l'époque, donc quelques jours avant, nous parlait de la sortie d'un super film, donc c'était pas encore sorti. Donc la conférence de Stephen Bassett c'était fin septembre 2014 et Interstellar est sorti en gros un mois et demi ou deux après. Et il nous disait, il va y avoir un film super qui va sortir très bientôt, là, vous verrez tout. Et de mémoire, il avait aidé le réalisateur du film sur des questions justement de sciences physiques, non? Oui, il s'était aidé d'un certain Thorpe, alors j'ai oublié son prénom, mais donc c'était le film est effectivement aidé ou est basé sur des vrais travaux scientifiques. Ouais, ouais. Et donc, voilà, un peu suite aux discussions que j'ai eues avec Stephen Bassett, j'ai intitulé ce film Interstellar. En plus, la musique qui était sortie un mois et demi ou un mois avant le film, juste au moment où moi je faisais la vidéo, était super. Bon, donc tiens, ça colle bien. Allez hop, voilà, je vais appeler ça Interstellar. Et puis, au moment où le film est sorti, pendant 15 jours, la vidéo a été interdite sur YouTube par les ayants droit ou je sais pas. Bon. Et donc j'étais obligé de ressortir la même vidéo mais avec une autre bande son qui s'appelle Rencontre du troisième type. Mais c'est la même vidéo en fait. Et puis depuis, finalement, 15 jours après, Interstellar donc a été réautorisé. Ma vidéo Interstellar a été réautorisée. Et c'est l'autre musique qui a été interdite. Bon, donc le mystère de YouTube. Voilà. Donc 2015 arrive. Oui, donc début 2015, j'en profite finalement pour envoyer mes vœux aussi à Stephen Bassett et lui envoyer ma vidéo qui est dédiée. J'ai mis un petit message qui est dédié à lui et il me répond donc j'ai mis dans
l'intitulé dans la description de la vidéo, le mail que m'avait renvoyé Steven Bassett, qui me dit c'est super, il faut la diffuser le plus possible dans le monde francophone. Bon, donc j'étais tout content de mon coup. Pour un premier début, pour un début, je fais ça pas mal. Je tiens à préciser que Chris double toutes ses vidéos, c'est-à-dire qu'il fait une version française et il fait une version anglaise. Oui, à peu près, ouais, tout à fait. Et donc après, alors j'essaie de poster ou de la diffuser chaque fois que j'ai l'occasion de mettre des liens pour se diffuser un peu. Et je continue donc en 2015 à me renseigner ou à me cultiver sur tout ce phénomène OVNI. Continuons à lire des livres. Donc j'achète aussi pas mal de livres parce que chercher sur Internet c'est pas très efficace. Et donc c'est quand même beaucoup mieux en prenant un bon livre. Alors la plupart sont quand même en américain. Pour pouvoir lire directement en anglais, mais si on veut se former à l'ufologie, ça aide de pouvoir lire l'anglais. Aide beaucoup. Tout à fait. Alors peut-être qu'il y a aussi plein d'infos en russe, en chinois, en espagnol, mais je suis pas vraiment à l'aise. C'est plus difficile. Tout à fait. Et donc fin 2015, une fois que je suis vraiment convaincu de la réalité du phénomène, donc je me pose plus les questions, est-ce que ça existe? Les questions que je me pose maintenant, c'est en gros, c'est comment ça marche. Donc là, mon esprit scientifique est très, curieux de comprendre selon quelles lois physiques sont mises en œuvre. Et là, donc vers fin 2015, j'achète pas mal de bouquins, tout en anglais forcément, sur l'antigravité, donc tout ce qui tourne autour de l'antigravité. Donc, et puis aussi ce qu'a fait Tesla. J'étudie beaucoup les brevets de Tesla, toutes ces publications. Donc il y en a beaucoup. Tu as acheté du La Violette? Donc c'est là que j'achète le bouquin de La Violette. Celui-là, je l'ai acheté un peu plus tard. Je vais commencer par un bouquin, une théorie sur l'antigravité. Là-dessus, je n'ai pas vraiment parlé parce qu'on me paraît un peu fumeuse. Le bouquin de Paul Potter qui raconte toute l'histoire de l'affaire Andreasson d'un point de vue scientifique. Le bouquin de l'enquêteur de l'affaire Andreasson qui s'appelle Ray Fuller, et donc il raconte finalement l'histoire de Betty Andreasson avec publie ses dessins. C'est là que j'achète aussi le bouquin sur Tesla, un autre qui vient de sortir de Michael Salla sur les déclarations de Corey Goode sur l'affaire SolarWarden. Un bouquin de Paul Hill, qui est un ancien ingénieur de la NASA, le livre s'appelle Unconventional Flying Objects, et là, pareil, il fait une analyse technique de comment ça marche. Bon. Donc là, j'ai vraiment de la matière pour travailler. Et à ce même moment aussi sort une vidéo très importante, un film de James Allen, sur l'histoire de Mark McCandlish. Donc c'est facile à trouver sur YouTube, la vidéo de James Allen et sur l'histoire de Mark McCandlish, qui est un dessinateur de la NASA qui témoignait au Disclosure Project dès 2001. Et dans mon film Interstellar, j'avais juste mis sa photo, mais j'avais pas publié son témoignage, qui finalement est aussi extraordinaire. Donc Mark McCandlish raconte que il avait un copain à lui qui avait prévu d'aller à un salon en 1988, un show militaire, où il présentait du matériel. Et Mark McCandlish avait prévu d'aller avec son copain à ce show, parce que son copain l'avait invité. Et malheureusement, au dernier moment, il a pas pu y aller parce que il était l'un des meilleurs dessinateurs ou graphistes pour des couvertures de revues.
Et il avait été appelé par une revue genre Aviation Week ou quelque chose comme ça la veille. Il fallait absolument qu'il fournisse une couverture pour le lundi matin. Et donc, il avait accepté l'offre ou la demande et du coup, il avait annulé sa visite. Et le lendemain, son copain qui était allé effectivement au salon lui raconte que il était avec des gens très importants et il a eu accès à des choses qu'il n'aurait pas dû voir, entre autres trois soucoupes volantes faites par les militaires ou donc faites par Lockheed Martin. Euh, donc, ce qui avait, c'était ultra classifié. Puis, bon, par hasard, il est passé au travers des contrôles. Et donc c'est Mark McCandlish raconte cette histoire. Et comme c'est un dessinateur excellent et que son copain est très observateur, ils ont pu refabriquer les plans de l'engin. Donc c'est le film de James Allen raconte tout ça. Et c'est je m'appuie dessus pour essayer de comprendre comment ça marche. Et donc c'est là que j'arrive à recouper les informations avec les travaux de Tesla, les travaux de Thomas Thomson Brown au début du siècle et jusque dans les années 50, qui sont décrits par Paul Laviolette. Donc c'est là que je fais cette vidéo, ma deuxième vidéo sur l'antigravité. Alors, mon objectif était vraiment de trouver, de savoir si Tesla avait réellement découvert l'antigravité. Il y avait deux affirmations. Il y avait une première affirmation de Paul Laviolette dans son bouquin qui s'appelle Anti-Gravity Propulsion System. Paul Laviolette affirme que Tesla ressentait une force inconnue sur ses joues quand il actionnait ses bobines de Tesla. Dans la direction, quand il se plaçait dans l'axe des éclairs derrière, il ressentait une force sur ses joues et cette force traversait les murs, donc allait assez loin, quoi. Donc c'est ce qu'affirme Paul Laviolette. Je veux bien le croire. Pour moi, Paul Laviolette est une référence indéboulonnable. Bon. Et Jean-Marc Roder aussi, dans une autre interview, affirme que Tesla avait découvert l'antigravité. Bon, mais à part ces deux affirmations, j'avais aucun autre élément qui permettait de l'affirmer. Et donc, j'espérais trouver une preuve dans toutes les publications de Tesla qui allaient dans ce sens. Donc j'ai épluché tous les brevets ou la liste de brevets, pas tout lu, mais au moins juste les titres, pour chercher si vraiment on trouvait une preuve irréfutable que Tesla avait vraiment découvert l'antigravité. Il faut savoir aussi que donc quand Tesla est mort en 1943, le FBI a saisi tous les documents qui ont été classifiés pendant 70 ans, qui ont été soi-disant déclassifiés en 2013, mais bon, je suis allé voir sur le site de FBI, il n'y a rien. Où ils ont tout donné, ils n'ont plus rien. Bon, ils ont tout rendu. Donc on peut pas en savoir plus. Et donc j'avais beau chercher cette preuve, je la trouvais pas. Et donc début juillet, donc on est en juillet 2016 là, début juillet 2016, je publie donc une première version de la vidéo que j'appelle Antigravité, mythe ou réalité, mais bon, sans cette preuve. Et puis, quelques jours après, je continue mes recherches, quelques jours après, je tombe sur, enfin, la preuve, qui est un article ça s'appelle le New York Herald, le New Herald, du 15 octobre 1911. Donc ça remonte à loin quand même. Où là, donc Tesla raconte à un journaliste que il va pouvoir faire un engin volant extraordinaire qui s'affranchit des courants d'air, qui n'a pas d'ailes, qui n'a pas de propulseur. En gros, il nous décrit une soucoupe volante. Il dit cet engin, vous le verriez, vous sauriez pas que c'est un engin volant. Bon, c'est la machine de mes rêves. Bon, donc voilà, l'article extraordinaire. Et donc j'ai enfin la preuve qu'il a trouvé quelque chose.
Et donc c'est là que je mets à jour ma vidéo. Parce que sur YouTube, on peut pas corriger, on peut pas corriger une vidéo, on est obligé de re-uploader une nouvelle. Hein. Bon. Donc je remets une deuxième vidéo qui est celle qui est désormais en ligne. Et donc maintenant qui démontre que Tesla avait vraiment découvert l'antigravité. C'est sûr. Et donc c'est cette vidéo que tu trouveras, que tu mettras en ligne vers fin août, je pense que c'est vers le 25 août, sur UAT, et qui m'a fait connaître UAT en fait. Voilà. Et donc, c'est une petite histoire que à peine Nikola Tesla meurt que immédiatement, quoi, le FBI va dans son appartement, il saisit absolument tout, quoi, sans rien y laisser. Donc déjà, preuve, bon, de toute façon, il travaillait avec le Pentagone, Nikola Tesla, donc il était connu au niveau scientifique et il était connu dans divers projets sur lesquels, notamment des projets un petit peu comme l'expérience de Philadelphie, un petit peu mystérieux, mais dire la puissance de ce génie, de cet homme, qu'on va saisir immédiatement tout, quoi. Et effectivement, moi, ça me fait toujours rire quand on dit le FBI déclassifie. C'était Stanton Friedman qui racontait un jour, physicien célèbre qui fait partie du Disclosure Project, qui montrait des documents déclassifiés du FBI. Il y avait des pages A4, mais elles étaient toutes barrées de noir, quoi. Il restait rien, il restait juste en haut, en haut FBI, et puis la date, et puis c'est tout, quoi. Donc ça me fait rire, ces déclassifications. Tout à fait. Et donc arrive maintenant le mois d'août, où tu verras, il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire pour moi. Donc, ah oui, c'est, voilà, vous allez voir. Donc on est en vacances à Pornichet, à côté de La Baule, entre La Baule et Saint-Nazaire, parce que je suis originaire de là-bas. Et donc, on est en vacances là-bas, et bon, c'est notre dernier jour de vacances. On est le 18 août. 18 août, oui. Dernier jour de vacances. Alors, jusqu'à présent, on a eu un temps magnifique. C'est pas tous les ans comme ça. C'est rare d'avoir 15 jours, 3 semaines de vraiment grand beau. Bon. Et puis là, c'était le premier jour, vraiment pas beau, mais alors noir, lugubre, très bizarre. Bon. Et il est 15 heures. Ma femme et mon fils décident d'aller faire la balade qu'il y a juste derrière. C'est le chemin des douaniers qui longe la côte, donc de Pornichet vers Saint-Nazaire. Ils décident d'aller faire cette balade. Moi, je dis non, c'est vraiment pas beau, moi, je reste. Bon. Et bon, ils marchent le long de la côte. Et puis, ils observent un bateau noir dans la brume. Au loin. Donc il y a sur la balade, il y a à 2 km, il y a un blocos sur une pointe. Il y a donc une pointe, c'est blocos pour ceux qui connaissent, qui est juste avant la plage de Sainte-Marguerite. Et donc ce blocos domine la côte. Et derrière, il y a donc une crique, c'est la plage de Sainte-Marguerite. Donc il y a une deuxième crique. Et donc eux, ils marchent en direction du blocos, qui est à 2 km à peu près, et ils voient donc ce gros bateau noir dans la brume qui fait face au blocos. Et puis, bon, ils marchent en silence, et puis au bout de quelques minutes, ma femme a dit à mon fils, t'as vu ce bateau là, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à faire là, c'est vraiment très curieux. Et mon fils dit, bah oui, je le vois aussi, et oui, c'est bizarre. Et puis il continue à marcher. Et arrive un moment, il passe derrière un resto de plage qui cache la vue sur la mer. Et au moment donc il revoit la vue sur la mer, le soleil réapparaît. Donc jusqu'à présent, c'est vraiment des nuages très très noirs. Là, un rayon de soleil et le bateau n'est plus là. Il se dit tiens, il a dû passer comme il était juste face à la pointe, à la crique, face au blocos. Il se dit bon, il a dû passer derrière. Il doit être derrière dans la deuxième crique, qui est en fait la plage de Sainte-Marguerite. Et puis bon, ils se posent pas plus de questions que ça. Et puis ils arrivent, donc ils continuent la balade et ils arrivent enfin au blocos. Et on fait encore 100 mètres et il y
on voit donc la crique suivante. Et là, bah non, ce gros bateau n'est pas là. Le gros bateau n'est pas là et il est invisible, donc disparu. Il n'est pas nulle part. Il est nulle part le bateau. Donc là, ils se disent, waouh, c'est bon, bizarre. Bon, ils rentrent à la maison et ils me racontent bon ce que je viens de raconter. Et là, je dis, bon, je réfléchis 2 secondes. Et alors j'avais lu des histoires extraordinaires dans Top Secret sur des failles spatio-temporelles. J'avais lu, par exemple, je me rappelle de 2 exemples, 2 femmes qui se baladaient dans le jardin du château de Versailles et qui s'étaient retrouvées projetées quelques années ou centaines d'années en arrière et qui, soi-disant, auraient rencontré Marie-Antoinette dans les jardins du château de Versailles. Première histoire un peu abracadabrantesque de failles spatio-temporelles. Et une autre histoire d'un gars au jardin du Luxembourg, un étudiant en médecine, je crois au début du XXe siècle, pareil, qui avait été invité à une soirée à écouter de la musique chez quelqu'un. Et puis à l'issue de la soirée, il oublie son briquet, il retourne sonner à l'appartement et là, l'appartement, on lui dit, il répond plus et le voisin leur dit mais il y a personne dans cet appartement depuis 70 ans ou 50 ans, bon un truc incroyable. Et puis le gars dit bah non, j'en arrive, j'ai juste oublié mon briquet. Il faut ouvrir par la police l'appartement et il retrouve le briquet, donc l'appartement vide, tout sous des bâches, une poussière énorme. Et il retrouve le briquet sur la table, sous une couche de poussière. Bon, une histoire de dingue. Bon. Donc j'avais entendu parler de trucs comme ça. Et puis ma femme et mon fils n'arrivaient pas à décrire vraiment le bateau. Ils disent on a vu une coque et tout. Ok, je demande à mon fils, bon, fais-moi un dessin de ce que tu as vu. Alors bon, il arrache une feuille de papier, il dessine ça, mais bon, à 5 secondes. Alors puis je vois son dessin, franchement ton dessin, c'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Et puis bon, comme ma femme me disait que ce bateau était apparu face au blocos, tout de suite, ça me fait penser au débarquement, plage de débarquement. Bon, et puis à un moment, je me rappelle que, alors je lui pose des questions quand même, essayer de savoir est-ce ils étaient tombés dans une faille spatio-temporelle. Donc, je lui demande, mais est-ce que le chemin était comme d'habitude, les maisons, il y a des planches aussi, depuis peu il y a des planches sur le chemin. Bon, donc je demande, mais est-ce que le chemin était normal, quoi, pour savoir si c'est eux qui avaient eu une vision ou s'ils avaient été projetés dans le passé. Et donc tout était normal, sauf que il y avait cette vision d'un bateau dans la brume, très lugubre et tout. Bon. Et ils étaient aussi, je leur demande, mais vous n'avez pas demandé à des gens s'ils ont vu la même chose? Et bizarrement, ils étaient totalement seuls. Alors que cette balade, il y a toujours plein de monde au plein mois d'août, tout le monde fait la balade. Et là, non, bizarrement, ils étaient tout seuls. Bon. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, ma mère me parlait d'un paquebot qui avait été coulé au large de Saint-Nazaire pendant la guerre. C'était une catastrophe maritime avec des milliers de morts. Bon, je connaissais pas bien l'histoire, j'avais juste entendu parler de l'histoire, mais je la connaissais pas vraiment bien. Je la connaissais parce que en fait, il y a un cimetière ce qu'on appelle le cimetière des Anglais à côté de chez nous. Où il y a plein de tombes de soldats anglais de la guerre qui étaient des soldats qui sont morts lors de cette catastrophe. Et bon, je me rappelle donc de cette histoire. Je dis tiens, c'est bon. Ça me revient à l'esprit et tout d'un coup, je pense au mot Lusitania. Donc je me rappelais pas trop du nom du bateau. Mais bon, c'est le mot qui me vient à l'esprit, Lusitania. Bon. Alors je cherche tout de suite sur internet paquebot Lusitania. Bon. Je trouve alors ça me ramène une photo d'un paquebot, un gros paquebot avec 4 cheminées. Et ma femme regarde et non, c'est pas ça qu'on a vu. Bon. Puis je lis le texte qui accompagne l'histoire du bateau Lusitania.
C'est effectivement un paquebot qui a été écoulé, alors lui, pendant la Première Guerre mondiale, je crois, au large de l'Irlande, je crois. Bon. Mais il me dit non, c'est pas ça. Et puis, je vois bien que c'est pas ça, vu que ça, il n'a pas été coulé à Saint-Nazaire. Donc, je recherche sur Internet, paquebot coulé Saint-Nazaire. Et là, ça m'indique l'Ancastria. Donc, ça me donne le nom du bateau qui s'appelle l'Ancastria. Et là, je recherche aussitôt donc une photo du Lancastria. Et là, la photo est à peine affichée. Donc, chaque fois que je raconte l'histoire, j'ai quand même des gros frissons. La photo est à peine affichée que ma femme me dit oui, c'est ça qu'on a vu. Alors là, t'as le sang qui se glace un peu quand même, parce que tu dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bon, alors surtout que là, j'avais quand même 2 témoins, donc à la fois ma femme et mon fils me confirmaient que voilà, c'est bien ça qu'ils avaient vu. Et puis bon, on trouvait pas beaucoup de photos du Lancastria sur le net, ou au moins j'essayais de corréler le dessin de mon fils avec la photo. Bon, c'était pas flagrant quoi. Hein. J'étais pas encore spécialement convaincu. Et bon, je continue à chercher sur le net, autour de ce paquebot, de cette catastrophe sur le Lancastria. Je continue à chercher et là, je trouve un lien qui s'appelle, c'est le docu. Donc le lien a été intitulé Docu Mystère, en gros l'histoire du Lancastria, daté du jour même. Donc c'était une vidéo diffusée par France 5 Documentaire, quelque chose comme ça, datée du 18 août au matin. Donc déjà, bon, c'est pas tous les jours, je pense, qu'il y a des émissions sur Lancastria, mais là, donc je découvre que le lien est daté du jour même. Donc là, tu te dis, oula, bon, pareil, tu as quelques frissons. Et bon, donc je regarde la vidéo dure 25 minutes, et donc elle raconte toute l'histoire. Donc c'est une catastrophe. Donc l'histoire du Lancastria est l'une des plus grosses catastrophes maritimes de tous les temps. Sauf que personne ne la connaît. Parce que, donc je raconte, donc expliquer quand même 2 secondes là-dessus. C'est le 17 juin 40, donc la veille de l'appel du général de Gaulle. Il y a donc tous les soldats anglais se retirent de la France et repartent en Angleterre. Et ce paquebot était venu donc de Southampton, je crois, avait été envoyé par les Anglais. Et il charge au maximum des capacités, mais bon, plus que prévu, il est pas loin de 10 000 soldats dans le bateau. Et des avions allemands arrivent et bombardent le bateau, soi-disant une bombe tombe dans la cheminée, fait exploser la chaudière, fait exploser quelque chose, et bon, le bateau coule en 20 minutes. Et il y a entre, ça me donne des frissons, il y a entre 5 et 10 000 morts. Churchill a décidé de classifier pour 100 ans l'affaire, parce qu'il ne voulait pas démoraliser les troupes anglaises. D'accord. Donc c'est quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de terrible, donc, et qui n'est pas connu au niveau historique. Et il y a 41 cimetières dans la région de soldats anglais. Ouais. C'est impressionnant, je ne connaissais pas du tout cette histoire non plus. Hein. Ah non, mais c'est une histoire extraordinaire. Et donc, je continue à regarder cette vidéo qui m'apprend tout ça. Je ne connaissais pas quand même l'histoire à ce point-là. Bon. Et à 22 minutes et 3 secondes, apparaît une photo pendant 2 secondes. Pendant 2 secondes, tu as une photo du Lancastria de profil. Et là, tu as mon sang qui se glace. La photo est sur le net, on la trouve facilement, tu tapes sur Google Lancastria, bateau fantôme, 18 août 2016, et il y a une fille qui a repris l'histoire, et il y a la photo. J'ai mis le dessin du gosse en regard de la photo du bateau, et le dessin du gosse et les 2 tirs arrière du bateau. Et tu l'as évidemment montré la photo à ton épouse et à ton fils. Oui, tout à fait. On était, voilà, mais voilà. Donc c'est une histoire complètement dingue. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup et elles sont toujours. Ce qui est passionnant, c'est que il y a toujours les mêmes ingrédients, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, raconter ça à quelqu'un, tu vas passer immédiatement pour un fou, donc tu risques l'hôpital psy. Je tiens à dire que pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans des asiles psy qui ne devraient pas y être. Mais c'est des histoires, j'en ai entendu plein. Elles ont toutes la même recette de cuisine, je vais dire. C'est qu'à un moment, on est seul. On se retrouve seul. Hein. On peut même parler de l'apport dimensionnel de Marseille que Jimmy Gueux a lui aussi longtemps parlé. Bah, tous les témoins disent à un moment, on se retrouve seul, quoi. On est à Marseille alors que c'est une des places les plus populaires de Marseille où il y a plein de monde. On se retrouve seul. Et là aussi, ton épouse et ton fils se sont retrouvés seuls et on voit des choses qui n'appartiennent plus à ce temps, quoi. C'est juste hallucinant. Et moi, j'ai aussi des membres du AT qui sont venus me témoigner, mais évidemment, ils m'en parlent qu'à moi. C'est pour ça que je leur laisse libre antenne ici, même s'ils ne veulent pas apparaître en direct. Ils m'ont fait des témoignages d'avoir utilisé des portes dimensionnelles. D'accord, ouais. Eh oui. Tu vois, alors évidemment, quand tu prends une histoire comme ça, quelqu'un la raconte, tu dis ah, ça c'est des conneries, il a bu, et tout. Mais quand on prend des centaines et qui racontent tous un petit peu la même chose, après comment tu fais pour ne pas y croire? Ils sont passés par des hallucinations collectives, décalées. C'est juste. On ne sait rien, c'est ce que je disais toujours, on ne sait rien. Mais on vit dans un multivers, ça j'en suis convaincu. Plein d'autres en sont convaincus. Et donc, voilà. Un jour, on comprendra ces différentes dimensions. Alors suite à ça, j'avais contacté aussi effectivement l'administrateur d'un site qui s'appelle le lancastria.com, donc qui raconte toute l'histoire. Et je lui raconte l'histoire aussi, savoir mais bon est-ce que c'est des faits connus, est-ce que c'est déjà arrivé. Bon, donc selon lui, il y a déjà eu une apparition. Alors il me dit 1948, puis après il m'a passé un bouquin qui en parle, bon qui est plutôt en 1941. Mais bon, il y a apparemment bon il y a eu des témoignages comme quoi ce bateau réapparaît. Voilà, fait des apparitions. Ouais. Bon. Mais alors là, on va voir que cette histoire a un lien finalement avec ma troisième vidéo. Et c'est ça qui est encore plus incroyable. Mmh. Alors là, donc on passe la mi-août. Donc quelques jours après, tu découvres bon ma vidéo sur l'antigravité. Je découvre UAT. Quelques jours après, donc le 1er septembre, arrive la fameuse histoire de SpaceX. Donc voilà, des événements importants se passent. Donc tu n'aurais pas découvert ma vidéo quelques jours avant, ben, j'aurais peut-être pas publié ou j'aurais certainement pas publié mes infos sur SpaceX sur UAT. Bon. Donc il y a plein de coups de chance. Ça s'appelle des synchronicités. Tout à fait. La plus extraordinaire, c'est que de passer le reportage sur Lancastria, tu vois le 18 août, la même date, quoi. Ça, c'est juste hallucinant. Oui, tout à fait. Et des synchronicités, oui, il y en a, j'en constate un certain nombre, ouais. Et donc, bon, je passe l'épisode de SpaceX. Donc, après, donc, vers fin septembre, ce qui m'intéresse, c'est bon, de comprendre comment marche quand même l'antigravité. Non, j'ai diffusé la vidéo sur l'antigravité, mais j'ai pas vraiment expliqué encore le moteur du véhicule, donc de l'Alien Reproduction Vehicle, qui s'appelle le Fluxliner. J'ai pas vraiment de solution ou d'explication comment ça marche. Et puis, grâce à l'histoire de SpaceX, bon, je suis en contact avec aussi un autre site, bon, tu connais certainement, un OVNI Direct. Je raconte mon histoire de SpaceX et puis je parle aussi de ma vidéo sur l'antigravité, donc à l'un des auteurs qui s'appelle Daniel Romain, que tu connais certainement. Et en racontant mon histoire, en lui parlant de ma vidéo sur l'antigravité, de mes découvertes que j'ai faites sur finalement Tesla, et de ce fameux article
du 15 octobre 1911, où là, donc Tesla montre qu'il a découvert l'antigravité. Bon, après avoir discuté avec Daniel au téléphone, je lui dis, mais au fait, cet article de Tesla, mais de quoi il parle vraiment? Parce que c'est tout à la fin de l'article que Tesla dit qu'il va faire un vaisseau extraordinaire, qui vole sans contrainte, qui fait du vol stationnaire, etc. Mais je suis totalement incapable de me rappeler de quoi parle l'article au départ. Mhm. Et donc, je dis, bah tiens, je vais relire cet article. Bon, je relis l'article. Et là, je découvre que Tesla parle du paquebot Lusitania. Mhm. Et Lusitania, c'était le premier mot qui m'était venu à l'esprit quand je voulais chercher le nom du paquebot Lancastria. Mhm. Alors que c'est un mot que je connaissais pas, je savais même pas que c'était un paquebot. Bon, je dis oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Comment dans cet article Tesla peut parler du Lusitania? Pourquoi moi j'ai eu ce mot qui m'est apparu dans l'esprit au moment de cette histoire complètement dingue? Je dis il y a quelque chose, il faut que je creuse. Parce que je dis je peux pas ne rien faire, quoi. Donc là encore une nouvelle synchronicité. Ouais, c'est passionnant. Et donc là, j'ai étudié son article à fond. J'ai lu attentivement son article et son article parle des turbines de Tesla. Et il explique que grâce à ces turbines, il va justement faire son engin révolutionnaire. Donc là, ça, c'est le démarrage pour moi des réflexions sur comment marche le moteur à mercure au sodium, donc c'est un métal liquide. Voilà, ça a été le démarrage de recherches quand même assez intensives sur tous ces travaux. Pardon, là, je te vois plus, Sylvano, là, ça marche plus en direct. Oh, je suis Allô? là, t'inquiète pas. Ah, j'ai plus de vidéo. Voilà, c'est figé. Bon, donc, ouais, je disais, ça a été le démarrage pour moi donc de recherche intensive pour comprendre ces histoires de moteurs à mercure. Et j'en fais une première version, donc c'est ma vidéo numéro 3. Donc j'ai numéroté 3, bon, même si c'est pas la troisième vraiment dans le temps, mais je l'ai numéroté la 3. Donc je sors cette vidéo qui réexplique l'histoire des Vimana, les découvertes de Hitler pendant le Troisième Reich, les recherches de Schauberger et donc des nazis sur tous ces moteurs à base de vortex. Bon. Mais je finis par être bloqué, je finis cette première version de la vidéo en disant il me faudrait maintenant un expert en physique des plasmas. Parce que bon là je suis un peu sec, j'ai du mal à aller plus loin. Alors je contacte quand même pas mal de labos de physique des plasmas, donc labo de Jussieu, Polytechnique, j'ai eu des contacts avec eux, avec les responsables, labo Normal Sup à Lyon, j'ai recontacté un collègue du CEA qui trempe là-dedans aussi. J'ai cherché à contacter mon ancien prof de mécanique des fluides qui est à l'Académie des sciences maintenant. Je me suis retrouvé en contact avec l'expert mondial du soleil qui est à la Royal Society à Londres. Bon. J'avais eu des contacts aussi à une époque avec le CNRS à Orléans qui fait des moteurs ioniques. Bon, mais généralement, au bout de 2 mails, les échanges s'arrêtent, hein, je te rassure. Ils te disent, qu'est-ce que c'est que ce gars qui sort de je sais pas où, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, voilà. Donc, généralement, j'arrive à avoir un premier contact, 2 échanges, mais après, c'est mort. Ouais, je comprends. Bon. Donc, ça m'a pas vraiment aidé. Du coup, je dis, je vais chercher par moi-même.
Donc là, j'ai cherché sur le net des livres quand même plutôt pointus, donc de MHD. Alors j'ai trouvé des articles, des vieux bouquins, mais de 1964, issus d'une librairie à Londres. C'était le seul exemplaire en gros que j'ai pu récupérer. Alors Ah, cet auteur-là, 64, un livre de 64 qui parlait de MHD. ouais. Bah, c'est marrant parce qu'en 64 débutait, je crois, l'affaire Humo, et donc il y a plein de gens qui pensent que, bah oui, les Humo existent, puis qu'ils ont décrit la MHD que Jean-Pierre Petit a mis en application. Bon, de toute façon, moi, l'affaire Humo, j'y crois pas une seule seconde. Mais c'est marrant d'avoir déjà un livre en 64 qui parle de la MHD. C'était le tout premier bouquin apparemment. Et bon, l'auteur s'appelle Ronald Alan Combe et bizarrement, il a été assassiné par un je connais pas trop l'histoire, mais je sais qu'il a été assassiné dans les années 70 son assassin a été condamné à mort. Je lui dis tout ça c'est très intéressant. Il avait écrit un autre bouquin sur la conversion d'énergie directe. Bon. Je me suis dit ce gars-là il doit dire des trucs qu'il faut pas dire. Donc j'ai acheté ces bouquins. Bon, pour l'instant, j'en ai pas tiré grand-chose, mais bon, on sait jamais. Et bon, j'ai continué à chercher tout ce qui traînait autour de la MHD. Et j'ai lu des thèses aussi, donc en physique des plasmas de Normal Sup. Donc bon, c'est un peu dur à lire. Bon, je comprends pas tout. Je rentre pas dans le détail des équations parce que c'est quand même assez coton. Mais j'ai quand même découvert ce qui s'appelle les dynamos MHD. Qui est c'est une manière de créer un champ magnétique auto-entretenu sans noyau ferromagnétique. Et donc c'est apparemment ce qui produit le champ magnétique de la Terre ou des étoiles. Bon, et donc il y a eu des expériences en labo en 2000 pour la première fois, ils ont réussi à reproduire ces phénomènes de dynamo MHD. Donc, qui sont des champs magnétiques auto-entretenus. Et ma vidéo numéro 3, j'ai pu donc la compléter grâce à ces recherches avec ce qui paraît bien collé par rapport au témoignage aussi de Mark McCandlish qui décrivait finalement le moteur à mercure ou à mercure ou à métal liquide, disons, qu'il y a dans le véhicule Fluxliner. Donc dans ma vidéo, j'évoque plutôt du sodium parce que les dynamos MHD en labo avaient été utilisés du sodium et puis bon, franchement, je voyais pas trop pourquoi c'était plus du mercure que du sodium. Bon, sachant que le mercure avait comme je comprenais pas bien pourquoi. C'était du mercure qui était utilisé. Bon. Alors, depuis très peu de temps, j'ai découvert des travaux de Majorana. Enfin, tu dois connaître Majorana. Bien sûr. Et donc, il y a une fin mystérieuse, Majorana. Bah, je conseille les vidéos à tout le monde d'Etienne Klein sur le film. Il en a fait un film à la recherche de Ettore tu l'as dit, tu as dit Majorana, mais bon, c'est Majorana. Mais Majorana, ouais. Et donc, j'ai découvert récemment que il avait fait des travaux où il a découvert l'auto-ionisation du mercure. Exact. Et du coup, ça donne un éclairage nouveau à l'utilisation du mercure plutôt que du sodium dans ces moteurs. Il est clair que le mercure a des propriétés quand même assez extraordinaires, même si c'est un métal ultra toxique, c'est un élément ultra toxique. Au niveau capacité, c'est juste hallucinant. On en sait encore très peu de ses capacités qu'il peut encore avoir. Tout à fait, ouais. Et en fait, au moment, alors il m'est arrivé encore une autre synchronicité justement. C'est au moment où je réfléchissais à comment pouvait marcher ce moteur. J'étais donc ce que je réfléchis, j'ai pas besoin d'être devant mon PC ou à lire mon PC ou à lire des bouquins pour réfléchir. Donc j'étais en train de changer une ampoule, changer une ampoule fluo compact.
Et j'avais cette ampoule dans la main. Et au moment où je pense avoir compris, où j'ai finalement l'explication que je donne dans ma vidéo, bah, au moment où j'ai trouvé ce mécanisme, ce mode de fonctionnement, l'ampoule que j'avais dans la main s'est allumée. Oh, tiens, Oui. stupéfiant Je me ça. suis dit, waouh! Tu avais quoi comme quand tu avais trouvé ce mode de fonctionnement? Tu avais une sensation de joie profonde? Tu t'es vidé parce que tu étais content parce que tu l'avais trouvé? Tu n'arrives pas à te souvenir? Non, c'était une hypothèse. C'était juste, disons, c'est mon hypothèse de D'accord, fonctionnement. ok, Et donc, je me dis, tiens, ça doit être comme ça. Et au moment où je me dis, ça doit être comme ça, là, tu as l'ampoule qui s'allume et donc il fait un flash, quoi. fou ça. Bah ouais. Ça, c'est fou. Donc voilà, et derrière, alors après, mon problème était de comment expliquer tout ça en vidéo. Ah, Parce que je voulais faire des dessins. Je dis, ouais, ça va être compliqué de faire des dessins. Je dis, comment je peux trouver un outil pour expliquer tout ça? Et je dis, bon, bah, comment on fait un dessin 3D? Et bon, bah, alors je cherche des outils sur le net pour faire des dessins 3D et je découvre bon, bah, un logiciel qui permet de dessiner des pièces en 3D, etc., qui est maintenant bon, le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos en 3D. Ça a été le début finalement de l'utilisation de la 3D dans mes vidéos. mhm. Et selon tes recherches, je me souviens plus, la soucoupe de Otis Care avait le même principe de fonctionnement? C'était un principe complètement différent? Ah non, non, ça n'a rien à voir, ouais. Ouais, ouais. C'est carrément autre chose. Il y a pas du tout de mercure dans la soucoupe de Otiscar. Ni D'accord. même dans l'OVNI de l'affaire Andreasson, c'est encore autre chose. Eh bien, c'était passionnant tout ça, hein, Christian, ça mérite une deuxième émission, je te le dis, parce qu'il en reste des vidéos. Hein. Et pour tous ceux qui, parce que Chris a parlé de SpaceX, hein, je vous conseille à tous, dans le dernier Top Secret de Rock Soccer, il y a un dossier OVNI fait par Chris Esson sur le mystère de l'explosion de la fusée Falcon 9 donc de SpaceX. C'est dans ce dernier numéro de Top Secret. Je vous conseille, comme je vous conseille à tous, de vous abonner à la chaîne YouTube de Chris Esson. Je la mettrai à la fin de cette vidéo, je le mettrai dans les plus, et puis je le mettrai aussi sur UAT, pour revoir toutes ces 3 premières vidéos dont Chris a parlé dans cette émission. Voilà, j'ai créé récemment une playlist en fait. Il y a une playlist en français, une playlist en anglais. Donc, tu pourras pointer dessus directement. D'accord, c'est clair. Ben, c'était génial, Chris. Hein. Ben, on se donne rendez-vous pour le tome 2. Alors, il y a certainement encore d'autres choses à raconter, oui, oui, oui. Voilà, moi oui, oui, tout à fait. Et donc, l'autre jour, tu vois, je racontais qu'il va y avoir une suite il y aura une suite à cette étrange OVNI, hein, objet volant non identifié qui suit SpaceX partout. Et donc là, hier, tu m'as dit, ben voilà, Sylvanos, la suite, elle est là. Hein. Donc, j'ai vu que certains disent, ouais, c'est la coiffe de SpaceX. SpaceX n'a pas de coiffe, elle ne perd pas de coiffe. C'est pas une coiffe. Oui, j'ai remis une vidéo ce matin. J'ai remis une photo qui explique tout le principe de vol de SpaceX, ouais, avec les séparations des étages et tout. Il n'y a pas de coiffe comme ça, ouais. Mais non. Voilà. Après, il y en a qui votent. Après avoir, certains ont dit que c'était un oiseau qui faisait du 400G et de 2000 km/h. Maintenant, on va nous faire croire à une coiffe de SpaceX. On aura toujours, évidemment, des immenses sceptiques. Mais bon, faut pas s'arrêter là. Continue, Chris, à nous gâter avec des vidéos et puis on se fera le numéro 2 bientôt. Dans tous les cas, je te remercie infiniment de cette émission qui était passionnante. Elle a duré. Merci, à bientôt alors, Sylvano. Je ne l'ai pas vu passer. À bientôt, Chris. Bye bye à tous.